If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only. I'm Lauren and I study media production at Birmingham City University. I always wanted to turn my passion into a career, but I doubted whether I could really make it happen. At BCU, I found a supportive community who believe in me. I'm able to use state-of-the-art facilities to help me build my skills and even gain industry experience. Now, nothing seems out of reach. I am Lauren, I am BCU. Experience BCU for yourself at our next Open Day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Une fois n'est pas coutume, avant de lancer l'épisode du jour, j'aimerais accompagner celui-ci de quelques précisions, justement avant mon introduction. La conversation que vous apprêtez à écouter parle de violence conjugale, d'agression, de maltraitance et de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et plus précisément de ces dérives, des conséquences réelles et dramatiques qui se posent lorsque le système se retourne contre celles et ceux qu'ils sont censés aider, voire sauver. Mon invité, Wassila, vous l'entendrez, est très impliqué, et cela depuis de nombreuses années, auprès de mères à qui on a retiré les enfants aussi brutalement qu'injustement. Cette réalité, elle la voit, elle la côtoie, elle vous en parlera bien mieux que moi. Toutefois, et c'est très important de le rappeler, le témoignage que vous vous apprêtez à écouter n'est pas une représentation globale de l'aide sociale à l'enfance. À l'ASE, il y a également de nombreux collaborateurs profondément impliqués et qui veillent à assurer la mission de leur institution, à savoir protéger les enfants en lieu et place de leurs parents qui, malheureusement, eux ne le peuvent plus vraiment. Je remercie les sœurs en Allah qui, après avoir écouté le mini-épisode que nous avons enregistré avec Wassila pour le patron du podcast, m'ont fait part de leur retour, de leur réalité à elles, et ça me semblait important de vous la partager à vous également. Barakallahu fikoum à Akadia, Aïsata, évidemment Wassila, mais également à tous nos frères et sœurs en Allah qui donnent du temps et de l'amour à des enfants qui le méritent profondément. Allez, cette fois, je laisse place à ma formidable conversation avec Wassila. Je sais d'être aussi émue que je l'ai été la première fois que l'on s'est parlé. Mais surtout, je souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Et en fait, je dis toujours, elle est où la limite? Elle est, toi, comment t'aimerais qu'on te traite? Comment ton mari t'aimerait qu'il te traite? Si demain, vous entendez pas sur quelque chose, est-ce que t'aimerais qu'il vienne, qu'il te mette une claque et qu'il dise, écoute, c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement? Aimer notre religion, aimer plaire à Allah d'abord. Et si tu aimes plaire à Allah, si t'as envie de plaire à Allah, forcément, tes actions dans la vie de tous les jours, elles devraient suivre. Donc la façon dont tu vas traiter les autres, la façon dont tu vas traiter les enfants, c'est censé suivre aussi. Et c'est le père qui a tout fait pour que les enfants soient placés. Donc en gros, il lui a dit très clairement, et sûrement que peut-être des sœurs qui vont nous écouter, qui vont être dans ce cas-là, hein. T'as voulu me quitter, et ben maintenant je vais me venger, et je vais te prendre tes enfants. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. On le sait désormais, toutes les épreuves sont des cadeaux envoyés par notre Seigneur le Très-Haut. Des opportunités de transformer notre tristesse infinie en de bonnes actions bénies. Voici là, elle l'a bien compris. Thérapeute familiale pour les mamans dont les enfants ont été placés injustement, Wassila puise dans sa propre histoire familiale pour donner de la force, de l'amour et du savoir à des mamans à qui l'on a retiré leur droit primaire, celui d'être mère. Durant cet épisode, on se pose de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? Où et commence la violence? Spoiler alerte, bien plutôt qu'on ne le pense. Enfin, pourquoi l'amour entre soi, l'amour d'Allah, est le meilleur rempart à ces violences qui n'ont aucun sens? À nouveau,
Je tiens à témoigner toute mon admiration et mon respect profond à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre chaque jour pour offrir un semblant de lumière à des milliers d'enfants en manque de repères. Je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassila, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Je vais bien, je te remercie. On trahit pas un secret, hein, on vient d'enregistrer un épisode spécial pour le Patreon. D'ailleurs, je me permets de faire une petite interlude pour nos chers auditeurs, que je remercie profondément de leur soutien et de leur écoute. Et voilà, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à soutenir et à assurer la pérennité du podcast en vous inscrivant au Patreon. C'est fondamental pour assurer justement une longévité à ce podcast qui a besoin de temps, de finances et d'encouragement pour pouvoir perdurer. Wassila, dans l'épisode qu'on a enregistré, on a parlé beaucoup placement familial, notamment placement injustifié. On va en parler un peu dans notre échange, mais c'est vrai que pour cet épisode, on va dire dédié au grand public et à tout le monde, j'aurais vraiment aimé qu'on s'intéresse davantage aux familles dites dysfonctionnelles, qu'on puisse comprendre c'est quoi une femme dysfonctionnelle et comment on fait justement pour ne pas arriver jusqu'au placement, Inch'Allah, pour les personnes qui sont concernées. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, j'ai une première question pour toi. Parce qu'en fait, quand on a préparé l'interview et qu'on s'est parlé, tu m'as dit une phrase qui, moi, je t'assure, Wassila, ça m'a beaucoup touchée. On s'en est pas reparlé jusqu'avant, mais je te le dis, c'est que tu m'as dit « J'aurais dû être une enfant placée ». Et moi, je me suis dit, mais attends, enfin, pour se dire « J'aurais préféré être ailleurs que dans mon propre foyer », mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer? Parce que j'ai quand même le sentiment que ce qui s'est passé pour toi a une profonde incidence sur tout ce que tu fais pour les autres aujourd'hui. Yeah, forcément. Je suis pas devenue thérapeute familiale comme ça, sans raison. J'ai ma propre histoire aussi. Donc moi aussi, j'ai vécu des violences dans l'enfance. Et en fait, on m'a pas aidée. Tu vois, il y a des adultes qui savaient ce que je subissais dans ma famille. Plusieurs personnes savaient, et pour le coup, pour moi, il n'y a eu aucune aide, quoi. Il n'y a pas eu de service social. C'est pour ça que j'ai quand même quelque chose contre les services sociaux, qui vont s'attarder beaucoup sur des familles qui n'ont pas besoin. Vraiment, j'ai beaucoup de familles qui n'ont pas besoin d'eux, qui ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur fiche la paix. Et en fait, ils vont laisser de côté des enfants qui subissent de vraies maltraitances. Et est-ce que... chiffre qui parle bien de ça. On va voir, je t'écoute. Sur 5 qui meurent tous les jours. Un enfant sur 5 tous les jours dans le monde? Sous les coups en France, sous les coups de ses parents. Donc, tu vois, ça, on se dit, le chiffre, il est tellement énorme. On se dit, mais comment ça se fait? En fait, elle est où la protection de l'enfance? Mais ils perdent tellement de temps chez des familles qui n'ont pas besoin. Il faut se concentrer sur des enfants qui sont en train de mourir tous les jours. Parce que pour le coup, eux, oui, ils sont vraiment tabassés par leurs parents, ils sont vraiment violentés. Donc, Et toi, dans ton histoire à toi, tu dis on t'a pas aidé, c'est-à-dire au sein de ta propre famille, c'était deux parents par exemple qui étaient violents avec toi, personne ne t'a aidé, ni ton père ni ta mère? Alors c'était pas mes parents directement, c'était le frère de ma mère. Qui a été violent pendant longtemps et oui, il y a des adultes qui savaient pas, mes parents, mais une fois qu'ils l'ont su, ils ont rien fait non plus. En gros, j'ai subi des violences sexuelles et puis personne n'a rien fait. Quand j'avais 8 ans à peu près. Et personne n'a rien fait. Mais il y a beaucoup l'idée, tu sais, il faut casser, c'est la honte, il faut pas faire de scandale. Tu vois un petit peu ces idées-là dans les familles où tu gardes de tout. En fait, il y a tellement de familles finalement qui ont des secrets. Tu vois, et qui gardent tout comme ça, tout enfoui. Ah ben tout à fait. Et tu vois, j'allais te poser une question justement là-dessus, c'est que tu vois, nous quand on était jeunes, moi je suis née dans les années 80, je suis des générations 80, je suis née en 85, et avant, les personnes qui étaient dans des familles, je vais dire, dysfonctionnelles, en fait, on trouvait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et je trouve encore qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que il y en a vraiment pas beaucoup? Est-ce que c'est parce que nous, on refuse de les voir? Ou est-ce que c'est parce que, comme tu le dis très bien, dans ces familles-là, on n'en parle pas, en fait. C'est-à-dire que toi, peut-être même que tu as été cet enfant qui a été violenté, je dirais même molesté, et en fait, t'as pas pris un micro pour dire, alors tu sais pas ce qui s'est passé, Madina, surtout quand t'es petit, tu peux pas dire ça. C'est quoi la réalité, en fait? Ouais. T'as peur de tout mal, t'as peur, tout simplement, mais en fait, finalement, même famille dysfonctionnelle, en fait, il y a tellement de familles dans la vie de tous les jours qui sont violents envers leurs enfants, et parfois les parents s'en rendent même pas compte.
tu vois, la façon dont on traite l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un petit être vulnérable qu'il a pas forcément, on croit qu'il a pas sa voix au chapitre, on croit que c'est les parents qui vont, tu sais, prendre le dessus un peu sur lui. Donc, en fait, dans plein de familles, il y a des rapports de force, dans plein de familles, il y a de la violence à hauteur différente. Mais, en fait, ouais, mais c'est chez les autres, tu vois. Tu vois, tu vas me dire, ouais, mais non, mais moi, je suis très bien avec mes enfants, c'est toujours chez les autres. Et en fait, quand tu vois comment elle se comporte avec son enfant, tu dis, mais tu sais que ça va c'est de la violence. Donc, les gens, ils vont minimiser, ils vont dire, ouais, mais une claque, c'est rien. Tu te fesser, c'est rien. Ouais, mais toi, si t'es pas d'accord avec moi, je te mets une claque. Donc, tu vois, il y a aussi déjà de base, revenir à comment on se comporte avec les enfants. À les traiter avec bienveillance, et ça changerait beaucoup de choses. Ouais, complètement. Mais tu vois, c'est hyper, c'est difficile parce que la réalité, c'est que, bon, beaucoup d'entre nous, et là, franchement, je mets tout le monde dans la sauce, hein, pardon de l'expression, qu'on soit enfant d'immigrés ou pas, mais dès lors on est né dans les années 70-80, la claque, on l'a eu, la fessée, on l'a eu, faut pas se raconter d'histoire, hein. Et à chaque fois, on se dit, bah non, mais moi, ça a forgé mon caractère, c'est ce qui fait que je suis un enfant bien élevé. Aujourd'hui, les enfants, on leur dit plus rien. C'est pour ça qu'ils sont mal élevés. Donc, en fait, en réalité, je pense que c'est aussi difficile parce que, tu vois, pour moi, effectivement, une famille dysfonctionnelle, c'est une famille où il y a une violence qui est récurrente. C'est une famille où on se parle mal. Donc, en fait, elle est où la limite, en fait? Comment on peut savoir que on élève son enfant dans un environnement violent? C'est difficile. Exactement. T'as bien résumé, en fait, les gens vont dire, mais moi, j'en suis pas morte, j'ai eu des fessées, puis voilà, ça m'a éduquée. Bon, déjà, on n'est pas toujours conscient des traumas qu'on a, en fait. Ça veut dire que peut-être que ça t'a atteint, ou peut-être que ça a eu des conséquences sur toi, et tu t'en rends pas forcément compte. Peut-être que tu t'en rendras compte quand tu seras maman, toi, à ton tour, quand toi-même, tu vas reproduire cette façon-là. Et dans tous les cas, c'est de la violence. Donc, si toi, peut-être que ça t'a pas atteint, peut-être que ton enfant, ça va le détruire. Peut-être que ça va avoir des conséquences après sur les futures générations dans ta famille. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon, c'est pas sain. Et en fait, je me dis toujours, bah, elle est où la limite? Elle est, toi, comment t'aimerais qu'on te traite? Comment ton mari t'aimerait qu'il te traite? Si demain, vous entendez pas sur quelque chose, est-ce que t'aimerais qu'il vienne, qu'il te mette une claque et qu'il dise, écoute, c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement? Je pense que t'aimerais pas qu'il fasse comme ça avec toi. Je pense que t'aimerais pas qu'il te prenne et qu'il te balance, qu'il t'insulte, qu'il te punisse pendant des heures et tout ça. Donc, pourquoi ce qu'on voudrait pas subir nous, en tant qu'adultes, on va le faire à nos enfants? C'est pas de l'éducation, ça. Donc, en fait, la violence, elle commence très tôt. Waouh. Très, très tôt. Ok. Ben, je te remercie de le repréciser parce que, tu vois, c'est la preuve que la discussion qu'on a, c'est un rappel pour tout le monde, à commencer par moi, hein. Parce qu'encore une fois, on soupçonne pas la violence qu'on peut avoir en nous. Et subhanallah, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir et c'est difficile parce qu'en fait, ce qu'on nous a mis en opposition de cette éducation-là, c'était l'éducation dite positive, qui est une éducation à bien des égards bien trop permissive. Mais en fait, on doit retrouver notre chemin et probablement, en tout cas en tant que croyant, moi j'ai la conviction que notre chemin, ça passe par les enseignements d'Al-Subhanahu. On a le meilleur des exemples, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais levé la main sur ses enfants, qui a été respecté par l'ensemble des personnes qui l'ont côtoyé et bien après, parce que nous-mêmes on l'aime, on le chérit, on le respecte alors qu'on ne l'a jamais vu, jamais rencontré. Et finalement, c'est beau ce que tu fais là parce que ça nous rappelle et ça nous ramène toujours à notre religiosité et à cette réponse qui est là et qui est sous nos yeux en fait. Je te remercie Wassila pour ça. À toi, c'est exactement ça. Tu fais un très bon rappel. Merci à toi aussi pour ton travail, en fait, finalement, parce que tu portes les voix pour les frères et sœurs, donc c'est trop bien. Et c'est exactement ça, en fait. On est martelé sur les réseaux sociaux de plein, sur Internet, bref, tous les jours de plein de façons d'éduquer, de plein de solutions rapides et tout ça. Mais en fait, alhamdoulilah, nous, on est musulmans, hein, donc on sait ce qu'on doit suivre. Tout ça, c'est pas, ça existe déjà depuis longtemps. En fait, finalement, éducation positive, ça veut dire quoi? Et je vais dire, t'es trop permissible ou t'es, comme t'as dit. En fait, juste on se met à la hauteur de l'enfant et finalement, c'est ce qu'il faisait déjà notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Mais il n'y avait pas non plus de laisser aller, mais tout était toujours dans la douceur. Donc, on peut éduquer dans la douceur et la fermeté. Les violences. On doit juste revenir à notre religion et tout serait plus simple. Mais tu vois, j'aimerais qu'on parle de l'amour, justement, parce que ça fait la suite à tout ce qu'on vient de se dire, dans le sens où quand on a préparé l'interview et que tu m'as parlé des violences
qui pouvait y avoir dans ce type de famille que tu accompagnes, en tout cas, on va dire, parce que ça me permet de pas dire uniquement dans ces familles-là, mais dans les familles que tu accompagnes. Moi, je me suis dit, subhanallah, c'est fou comme ça manque d'amour, en fait. Ça m'a vraiment frappé, en fait, ce truc de, en fait, le contraire de, ça aussi, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter, le contraire de la violence, le contraire de l'amour, pardon, c'est pas l'indifférence, mais c'est la violence. Et j'aimerais vous lire, si vous le permettez tous, une définition de l'amour par Ibn al-Qayyim, parce que ça dit beaucoup de choses, en fait. Il dit que l'amour constitue la nourriture des cœurs, l'aliment des esprits et la prunelle des yeux. Il est la vie même. Celui qui en est privé fait partie des morts. Et tu vois, cette définition, elle m'a beaucoup touchée, Wathila, parce que je me suis dit, c'est la preuve que l'amour est pluriel. C'est la preuve que l'amour, c'est quelque chose que tu chéris, tu vois, comme la prunelle de tes yeux. C'est quelque chose qui va stimuler et ton cœur, et ton âme, et ton esprit. Et c'est quelque chose qui va chercher le juste milieu. T'en as parlé tout à l'heure, le juste milieu de l'équilibre. Et on le sait, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde, comme preuve d'amour à sa communauté et à nous et à toute l'humanité. D'ailleurs, il a été envoyé à toute l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce rapport à l'amour, je le retrouve vraiment de me dire, mais en fait, la solution à cette violence-là, c'est l'amour divin. Et toi, en tant que thérapeute familial, est-ce que tu as des conseils pour justement réintégrer l'amour du divin pour un peu soigner les violences, finalement, qu'on a tous en nous? C'est ça. C'est l'amour d'Allah, c'est en fait revenir vers Allah. Aimer notre religion, aimer plaire à Allah d'abord. Et si tu aimes plaire à Allah, si tu as envie de plaire à Allah, forcément tes actions dans la vie de tous les jours, elles devraient suivre. Donc la façon dont tu vas traiter les autres, la façon dont tu vas traiter les enfants, c'est censé suivre aussi. Qu'encore une fois, on revient toujours à la base de revenir à sa religion et de vouloir se rapprocher d'Allah, bien sûr. Subhanallah, ça paraît tellement simple au final. Et ça l'est en fait, quelque part. Mais je pense que justement dans un monde où il y a beaucoup de violence, c'est pas facile finalement d'y revenir. C'est-à-dire que si c'était si simple, il y aurait de l'amour partout en fait. Mais la réalité, c'est que ça l'est pas tant que ça. Mais on y reviendra, Inch'Allah. J'aurais aimé justement qu'on continue de parler des familles, encore une fois, dites dysfonctionnelles, mais pas forcément musulmanes. Encore une fois, moi, si je reviens à mon enfance, les familles dites dysfonctionnelles, ceux qu'on appelait à l'époque, on va le dire, les cas sociaux, c'était des familles blanches, des familles où le père était soit absent, soit violent, soit addict à certaines substances, soit les trois tout en même temps, des mamans très jeunes, dépassée. Physiquement, tu le voyais, elle le portait sur elle, elle est un peu décharnée, tu vois. Et en fait, en discutant avec toi, j'ai réalisé que la typologie des familles aujourd'hui qui étaient en prise avec les services sociaux, que ce soit justifié ou non, avait beaucoup changé. Toi, c'est quoi le profil des familles que tu vois que t'accompagnes aujourd'hui? Il y a de tout. Il y a de tout. C'est des familles, des femmes de tous les jours, des parents de tous les jours. Même t'as des femmes d'entreprise qui se lèvent, qui vont au travail comme tout le monde, tu vois. T'as beaucoup de tout, en fait. T'as toutes les situations. C'est pas forcément les cas sociaux, ceux qui sont que sur les aides. Et même, en fait, même ça, c'est pas forcément des cas sociaux. Tu vois. T'as des mamans qui sont très très bien et qui subissent des injustices et ça peut tomber sur n'importe qui parce qu'au final, c'est ça le critère de l'injustice. C'est que ça tombe dessus, que tu l'as pas voulu et que c'est pas juste, en fait. Et ces familles-là, elles n'ont pas toujours mérité d'avoir ça. Elles n'ont pas toujours mérité d'avoir un enfant placé. Donc, faut pas se dire, elle a son enfant placé, elle le mérite. Non, pas forcément. Derrière, il y a peut-être plein d'autres choses qui se sont passées avant. Peut-être qu'elle a demandé de l'aide, peut-être qu'elle a une embrouille avec son voisin et le voisin, par vengeance, il a voulu la dénoncer en inventant plein de choses en disant qu'elle frappe son enfant alors que c'est pas vrai. Du coup, aujourd'hui, son enfant, il est placé. Peut-être qu'elle a eu un embrouille avec son ex qui, pareil, par vengeance, a voulu faire placer l'enfant. Peut-être, tu vois, il y a tellement de situations possibles. Mais en tout cas, et du coup, peut-être que elle, c'est une femme très bien, qui sait, qui va travailler, qui participe à la société, qui s'occupe très bien de son enfant, qui est saine d'esprit, et puis on va lui coller plein d'étiquettes. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en fait,
dans une famille peut-être dysfonctionnelle parce que une personne l'est en fait de ton entourage ou à l'intérieur de la famille, et c'est ça qui fait dysfonctionner toute la famille, parce qu'après effectivement il y a l'intégration des réseaux des réseaux sociaux, pas du tout, des services sociaux à l'intérieur de la famille, et c'est ça qui fait disjoncter en fait. On passe d'un dysfonctionnement à quelque chose qui disjoncte complètement. Si on s'intéresse aux familles musulmanes que tu accompagnes, j'aimerais bien qu'on fasse le focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, tu l'as dit, les profils sont variés, mais alors est-ce qu'il y a quand même des configurations qui peuvent revenir de manière récurrente dans certaines familles dites dysfonctionnelles? Est-ce qu'il y a des rapports de cause à effet, ou est-ce que vraiment tu n'en vois aucun au sein des familles musulmanes, je rappelle? Est-ce qu'il y aurait une famille musulmane qui... Ou des familles musulmanes, hein, peut-être une, dont la pratique, et je parle pas que de la pratique religieuse, mais la manière de construire la famille peut amener à des dysfonctionnements qui, derrière, amèneront à des services sociaux. Tu comprends? Oui, totalement. C'est bon, j'avais pas saisi la question. Ouais, totalement. Bah, écoute, dans les familles musulmanes que j'ai pu accompagner, qui sont dans les problématiques de protection de l'enfance, services sociaux et tout, dans plusieurs situations, il y avait des cas de violence conjugale. Donc ça, c'est très courant. Finalement, ça s'étend à toutes les familles, mais si on fait le focus de familles musulmanes, ouais, il y avait beaucoup ça. Donc le mari, en fait, il va être violent envers la femme, envers les enfants, des violences importantes, hein, violences physiques, sexuelles, violences verbales et tout. Et en fait, soit la maman, du coup, elle va justement pour le coup vouloir demander de l'aide à une assistante sociale, ou elle va se confier à quelqu'un de l'école. Et ça peut arriver que, pour le coup, ceux qui font les signalements le font dans une volonté d'aider la maman. Tu vois, c'est pas toujours dans le but d'aider de la famille. Hein. Donc, exemple, bah écoute, je vais signaler ça. Comme ça, peut-être que tu auras de l'aide pour tes enfants, parce que les enfants, faut qu'ils soient protégés de lui. Et sauf qu'après, une fois que tu rentres dans cet engrenage, ils vont te retirer les enfants. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup. Des mamans qui ont eu les enfants placés parce qu'elles ont subi des violences, qu'elles ont voulu se sauver, qu'elles ont eu des signalements comme ça. Waouh. Mais tu vois, c'est super dur parce que, tu vois, le cas que tu exprimes là, un frère en Allah que je connais l'a eu. Il travaille, on va dire, au sein de l'éducation nationale. Et donc, une mère de famille s'est confiée. Et lui, en fait, il s'est dit, mais enfin, je peux pas laisser une telle injustice parce qu'il est croyant, parce qu'il veut aider. Et donc, il me semble qu'il a fait un signalement. En tout cas, qu'il a pas laissé l'information comme ça. Et la mère était furieuse, déjà parce que en fait c'est des personnes, en tout cas dans son cas à elle, mais je pense que ça arrive souvent. Lundi elle est fâchée avec son mari, vendredi ça va mieux. Donc en fait oublie tout ce que je t'ai dit. Sauf qu'en fait tu peux pas aussi non plus demander à une personne d'oublier ce que tu lui as dit. Ce que tu lui as dit c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a un bébé comme ça là? On le laisse tomber? On se dit si j'en parle c'est encore pire. Enfin c'est quoi la solution? Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes victimes, ça va jamais mieux. Elles sont dans un cycle où elles passent de l'état de violence à l'état lune de miel. Donc, pendant la période lune de miel, c'est comme ça qu'on appelle ça, ça va mieux, forcément. Donc là, elle n'est pas apte à partir à ce moment-là. C'est vraiment le moment où elle est prête à partir et à agir et à se protéger, peut-être protéger ses enfants aussi, du coup. C'est des moments où elle est en train de subir les violences. Oui. À ce moment-là qu'il faut la travailler, quoi. Faut la travailler au corps. Faut vraiment être là présent à fond. D'accord. Cette période-là qu'on peut espérer qu'elle se sauve et qu'elle... Donc c'est un travail sur le long cours, de ce que tu dis. Faut peut-être pas réagir à la première information qu'on nous donne. Faut laisser un peu décanter. Mais du coup, peut-être que en face, tu vois, tu peux avoir peur parce que, tu vois, on a commencé cette conversation et tu as dit, moi, on m'a pas aidé. Bah, tu vois, moi, ça reste dans mon cœur, en fait. Et je me dis, ouais, mais, tu vois, si demain, il m'arrive ça et que j'aide pas la maman concernée, bah, j'ai pas aidé ses enfants non plus. Et donc, moi, quand est-ce que je sais que c'est le bon moment pour l'aider ou pas, tu vois? Si je l'aide trop tard et que l'enfant, tu vois? Arrivé au signalement, tu peux aider de plein de façons, tu vois? Déjà, t'es présente avec elle, t'essaies de l'aider à partir, concrètement. Si elle est dans cette démarche-là. Sinon, à un moment donné, s'il faut faire intervenir la police, ouais, tu fais intervenir la police. Mais en fait, il faut garder en tête que si tu fais le signalement, 99% de probabilité que les enfants vont être placés. Waouh, c'est énorme. Des petites choses à faire avant. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant pour aider la maman? Si tu vois que c'est mort et que elle veut rester, tu sais que les enfants, ils se font taper dessus tous les jours par leur père. Ouais, bien sûr, faut agir.
bien sûr, ils seront toujours mieux éloignés de leur famille. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire avant, tu vois, c'est juste ça. Ok. Je te remercie, Wassila Barakallahu Fik, pour tes précisions. J'ai une dernière question concernant les familles musulmanes précisément. Est-ce que tu constates, pareil, un lien de cause à effet entre la religiosité au sein des familles, je parle pas que de la pratique, tu disais l'amour de notre religion, l'amour du divin, et les violences subies. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a un lien qui est fort et qu'on doit aussi signaler quelque part? Ouais, bien sûr. Bah, de manière générale, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu t'éloignes de ses préceptes, plus tu t'éloignes de l'obéissance d'Allah, plus tu auras des galères dans ta vie. Je veux dire, là, pour le coup, ouais, cause à effet, tu vois, là, c'est quelque chose de logique. Forcément, tu risques d'être confronté à plein de problèmes, et on le voit, en fait. Tu peux avoir des problèmes dans ta famille, si t'as des problèmes de couple, si t'as des problèmes avec tes enfants, si t'as des problèmes au travail, si toi, tu te sens pas bien, bah, je te dirais, la première question, pose-toi, mais t'en es où dans ta relation avec Allah? Pose-toi et pose-toi vraiment la question. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah? Puisqu'en fait, je vois que toutes les portes se bloquent. Et de toute façon, c'est une question qu'on doit se poser déjà régulièrement. Oui. Mais ouais, quand tu vois que ça va pas, tes enfants, justement, ils t'écoutent pas. C'est la galère à la maison. Il y a plein de problèmes avec ton ami, ça va pas du tout, on s'embrouille à 24. Mais t'en es où dans ta relation avec Allah? T'en es où dans tes prières? T'en es où dans les obligations? T'en es où concrètement? Ça, déjà, je te dirais ça. C'est logique, pour le coup. Après, si t'as l'impression de faire, en tout cas, de ton mieux, entre guillemets, ça peut toujours s'améliorer. Il y a aussi le fait que de toute façon, on est ici sur Terre, on sera toujours éprouvé. Donc, il y a des familles musulmanes, et j'en ai déjà vu, qui, tu vois, qui font des efforts dans leur religion, qui font des efforts dans leur relation avec Allah. Et pourtant, qui sont éprouvés. Donc, il y en a qui pourraient me dire, ouais, mais pourquoi moi, je suis quand même éprouvé, en fait? Mais on est né pour ça, en fait, hein. Ouais, bien sûr. Je vais rebondir sur ce que tu sais par rapport aux épreuves, parce qu'il y a une ayat dans, je ne sais plus quelle sourate, pardonnez-moi, où Allah, il dit que l'homme, il a été créé pour une vie de lutte. Cette vie, c'est notre lutte, et on doit comprendre que, effectivement, il y aura peut-être plus d'épreuves que d'éclaircies. Il faut des éclaircies, hein. Quand une vie, c'est que de la lutte, c'est pas normal. Allah ne nous a pas créé pour qu'on ne fasse que souffrir. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais effectivement, de se rappeler que l'épreuve, la lutte, l'effort, c'est le lot de notre vie. On est là sur cette terre pour rejoindre notre maison, comme le dit souvent notre chère sœur Zeynep de Coran de mon cœur qu'on embrasse et qu'on passe un grand salem. Notre maison, c'est après, et Inch'Allah, si on veut l'atteindre, effectivement, on va devoir travailler. On va devoir passer par des moments difficiles. Après, on ne minimise pas les moments extrêmement difficiles que doivent vivre ces familles, que ce soit les enfants, les mamans, vraiment, voilà, il y a épreuve et vraiment qu'Allah facilite du fond du cœur les personnes qui sont concernées par ce type de problématique. Et justement, tu vois, on vient de parler des enfants et des mamans. Toi, tu fais le choix, tu es thérapeute familiale, mais tu fais le choix de n'accompagner que les femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, tu vois, quand je t'ai demandé, pour moi, une thérapie familiale, c'est tout le monde, tu vois. Pourquoi uniquement les femmes? Alors, je fais principalement, les mamans isolées, parce que justement, c'est beaucoup elles qui sont confrontées aux services sociaux. Voilà, à la base des bases, quand j'ai commencé mes thérapies, c'était pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est pour ça que tu maîtrises un petit peu ce sujet des violences conjugales et comment ça se passe. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à recevoir des mamans qui ont été victimes de violences et au lieu d'être aidées, on leur a arraché leurs enfants. Et voilà comment, de fil en aiguille, j'ai commencé à accueillir de plus en plus de mamans solo, séparées, qui ont vécu des violences et dont les enfants sont placés. Justement, si on peut parler, des placements dits injustifiés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que on sait, on regarde autour de nous, hein, quand même, on a tous un certain âge aujourd'hui, donc on le sait que la justice n'est pas servie dans ce bas monde. Et donc on le sait que certaines personnes se retrouvent dans les rouages, de la justice d'une manière complètement injustifiée et dite injuste. Mais moi, je t'avoue que j'arrive pas à comprendre c'est quoi le processus, quoi. À quel moment ça dérape? Qui dénonce? Pourquoi? Moi, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Quelle est l'assistante sociale qui place un enfant injustement et qui, à la fin de sa journée, se dit « Oh, j'ai bien travaillé ». Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Je pense que pour beaucoup, ils pensent bien faire,
Ils partent du principe justement que les familles sont toutes dysfonctionnelles, qu'elles sont toutes pareilles et que pour le coup, eux, ils ont raison. Donc je vois en fait, comme j'accompagne plusieurs familles, je lis les rapports, je lis ce qu'elles disent parfois les assistantes sociales, les éducateurs, les professionnels de l'ASE, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'aide sociale à l'enfance. ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Je lis ce qu'ils écrivent. Et toutes les familles, elles sont traitées de la même façon. Comme si toutes, c'était pour le coup, des familles cassos, alors que c'est pas le cas. Toutes les familles musulmanes, toutes les familles, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement, ils disent « Ah, c'est tous les mêmes » et on les met tous dans le même sac. Dans le même sac. On pourrait croire que il y a un acharnement particulier envers les familles musulmanes. Oui, c'est sûr que si en plus t'es musulman, franchement, tu vas avoir des problèmes en plus. Ça, c'est sûr. C'est vrai? Sûr et certain, parce qu'ils aiment pas que t'apprennes ta religion à ton enfant, que tu apprennes à prier ou quoi, ils aiment pas ça. Donc, si t'as des problèmes je sais pas moi, si ton voisin, parce que là, on va rester sur des placements dits injustifiés. Ton voisin appelle, je sais pas moi, les services sociaux en disant j'ai ma voisine, ses enfants, ils pleurent beaucoup, ils crient beaucoup, etc. Si l'assistante sociale passe vous voir et que, par exemple, madame, elle est voilée, ou que il tombe pile au moment où les enfants, ils sont en train de faire leur cours de sciences religieuses, là, c'est les problèmes, c'est ça? Ouais, en fait, ils aiment pas ça. Ils aiment pas que t'apprennes là, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler les enfants. Mais ça, c'est enfant, d'une manière générale, hein. Ils veulent pas que les enfants suivent ce que les parents veulent leur inculquer. L'État veut contrôler les enfants. L'État veut éduquer eux-mêmes les enfants. Sans que les parents aient leur mot à dire. C'est des beaux formes, mais c'est la réalité. Donc si en plus tu leur apprends une religion qui est beaucoup attaquée en France, c'est encore pire, tu vois. Tu peux être sûr qu'ils vont rester sur ton dos et qu'ils vont trouver des motifs pour rester dans ta thèse. Ok. Et subhanallah, au niveau des placements injustifiés, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un jour t'as un placement injustifié ou qu'on vienne te chercher des problèmes? Tu peux nous donner des exemples pour les personnes, encore une fois, qui sont justement, parce que je pense que quand t'as un placement injustifié, t'es hyper loin de ça, et donc tu sais même pas comment ça commence en fait. Donc ça commence comment? C'est quoi les conditions qui vont faire qu'un jour t'as un signalement et potentiellement ton enfant il est placé de manière injustifiée? Ouais, ça peut aller très vite, hein. Tu vois, il y a pas genre 2-3 conditions, puis si t'es pas dedans, voilà, mais ça peut aller tellement vite. Tu t'embrouilles avec la maîtresse à l'école, par exemple. Voilà, elle est trop dure avec ton enfant et t'aimerais lui dire que, bon, bah, je sais pas, moi, elles sont un peu plus correctes. Mais elle peut se retourner contre toi, s'énerver, j'ai déjà vu, et elle va faire un signalement. Et après, ça y est, t'es dans l'engrenage. Donc, en fait, ça peut aller tellement vite avec un problème de voisinage, un problème à l'école. Tu t'es confié à l'assistante sociale parce que en ce moment, t'as des galères financières. C'est pas tout le monde, hein. Mais elle-même peut faire un signalement en disant, bah voilà, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Tu vois, ça va se retourner contre toi parce que t'es parti te confier, en fait. Waouh. J'ai déjà eu ça. J'ai une maman qui demandait une aide financière parce qu'elle voulait envoyer sa fille en stage pendant l'été. Elle avait pas les moyens. Elle est partie demander ça à une assistante sociale qui débloque une aide financière. Et ben en fait, après, l'assistante sociale a fait un signalement comme quoi la maman ne savait pas répondre aux besoins de son enfant. Et aujourd'hui, sa fille, elle est placée. Oui. Alors que, y a pas de problème, hein. Donc ouais, ça peut aller de tout et de rien. Ça peut arriver beaucoup des couples où il y a eu de la violence. Ça se sépare. Et donc, l'un ou l'autre, on n'accepte pas la séparation. Souvent, c'est le père, hein. C'est comme ça, mais c'est vrai. Je sais que s'il y a des papas qui m'écoutent, ils vont me dire non, tous les papas sont pas tous pareils, je sais bien. Mais c'est ce que je vois au quotidien. Tu vois? Donc, le père qui est violent, parce qu'en général, voilà, hein, 80%, c'est les hommes qui sont violents. Donc, si le père est violent et ensuite qu'elle se sépare, bah là, pareil, il peut y avoir un acharnement, donc il va aller dénoncer à la police ou autre en disant que elle tape les enfants. En fait, il suffit de faire ça, tu t'embrouilles avec quelqu'un et puis tu fais un signalement, t'appelles le 119, c'est le numéro pour les enfants battus. Donc t'appelles en anonyme, t'écris une lettre en anonyme, tu vas voir la police, tout est anonyme, donc ça veut dire que officiellement c'est pas t'es qui, même si parfois tu sais c'est qui parce que tu t'embrouilles avec, mais tu peux faire ça en anonyme, te venger de quelqu'un. Aujourd'hui t'aimes pas quelqu'un, tu veux te venger sur lui et ses enfants, t'appelles, tu dénonces en disant il tape ses enfants, il les enferme dans le noir tous les jours, et puis voilà, après ça y est, ils viennent. Et en fait, vu qu'après il y a des problèmes, c'est que t'as des professionnels qui vont pas aller au bout de leur enquête, parce que un signalement, c'est pas tu signales et puis le lendemain l'enfant est placé, tu vois. Le signalement, normalement, il y a une enquête sociale.
Ça veut dire qu'ils viennent pendant plusieurs mois chez toi pour voir si c'est vrai, pour voir si vraiment l'enfant est en danger. Et c'est à ce moment-là où ça pose problème. Ah, alors attends, faut qu'on s'arrête là-dessus, dans le sens où, tu vois, moi, tu me dis effectivement, tu fais un signalement, ah ben moi, ces enfants, je reprends tes exemples, hein, ils sont dans le noir, ils battent ces enfants ils crient tout le temps. L'assistante sociale, elle vient. Mais il suffit pas, j'espère en tout cas, d'une seule visite de l'assistante sociale pour que ça parte chez le juge. Et que derrière, le juge dise, ah d'accord, une personne a dit une fois qu'il mettait ses enfants dans le noir, alors je place ses enfants. Ça peut vraiment se passer comme ça? En une fois? Oui, ça peut se passer en une fois, en 1 ou 2 rendez-vous, 2-3 rendez-vous, tu vois, alors qu'ils sont censés en faire plein. Je l'ai vu encore une fois, hein, je pense que je connais, hein. En quelques rendez-vous, ta vie, elle peut basculer si tu tombes sur la mauvaise personne. Bah justement, on va continuer sur la question des enfants placés. Je crois qu'en France, il y a plus de 200 000 mineurs qui ont été placés fin 2020. 200 000 mineurs, c'est à quelques dizaines de milliers près, c'est la ville de Lille quand même, c'est pas rien. Et c'est 1,4%, je crois, des moins de 18 ans en France. Alors ça peut paraître peu, mais en fait c'est déjà beaucoup trop, sachant que beaucoup de ces enfants derrière ont des gros traumatismes, parce que quand on lit des témoignages, quand on en regarde, la majorité des enfants placés, c'est pas la petite maison dans la prairie ce qu'ils vivent quand même, c'est difficile. On parle même pas du déchirement et des conséquences d'être éloigné d'une famille de sang. Est-ce que tu peux nous dire, Wassila, concrètement, c'est quoi l'histoire d'un enfant placé? Bah écoute, c'est comme l'enfant placé, c'est comme ses parents. C'est-à-dire qu'il y a tellement plein d'histoires différentes. Tu vois, il n'y a pas un profil d'un enfant placé, sinon on enfermerait encore à un seul préjugé, au fameux préjugé de l'enfant placé, c'est l'enfant qui a été battu par ses parents, qui est un peu fragile et qui va devenir un délinquant. Et en fait, non. Il y a tellement de parcours de vie, il y a tellement d'histoires. Puisque, comme je l'ai dit, les placements maintenant arrivent de plus en plus vite. Avec des enquêtes qui sont bâclées, qui sont faites de plus en plus rapidement, qui sont mal faites. Là, il y a très peu de temps, encore une fois, pour parler de choses concrètes. Il y a une maman, pareil, violence conjugale, et c'est le père qui a tout fait pour que les enfants soient placés. Donc, en gros, il lui a dit très clairement, et sûrement que peut-être des sœurs qui vont nous écouter, qui vont être dans ce cas-là, hein. T'as voulu me quitter, et maintenant, je vais me venger, et je vais te prendre tes enfants. Ce qui est le plus cher à tes yeux, tu l'auras plus. Il a tenu sa parole. Il est parti inventer plein de choses sur elle, comme quoi elle était complètement folle, ce qui n'est pas vrai, hein. L'enquête a été bâclée, et aujourd'hui, ses enfants sont placés. Et en fait, j'ai pu accompagner la maman et les enfants juste avant le placement. Donc, j'ai eu les enfants en séance. Enfants, c'est des pré-ados, hein. J'ai eu les pré-ados en séance. Qui m'ont dit, on a très peur. Notre maman, elle va très bien, on n'a pas envie d'être placés, on n'a pas envie d'être séparés d'elle. Donc, tu me dis, c'est quoi le profil des enfants placés? Voilà, c'est eux, par exemple. Des pré-ados qui n'ont pas envie de se retrouver en foyer parce qu'ils étaient bien chez leur mère et que c'est juste leur père qui était violent envers tout le monde et qui a voulu se venger. Et ça, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Ouais, mais bien sûr. Et tout à l'heure, je te disais, j'arrive pas à comprendre l'assistante sociale qui fait des signalements et qui se dit j'ai fait un super travail, mais je comprends pas plus des parents, soit des papas ou des mamans, mais en l'occurrence, visiblement, c'est plus des papas, qui se disent en plus, je vais te prendre tes enfants. À partir de quel moment tu te dis ceci de ces enfants-là qui sont aussi les tiens? Enfin, de toute façon, on n'aura pas la réponse parce que ils sont pas là. Mais encore une fois, l'absence de rahma, d'amour dans le cœur d'une personne qui dit ça, il est flagrant en fait. Subhanallah, c'est incroyable. J'aimerais aussi que tu nous dises un peu c'est quoi les conséquences psychologiques, peut-être physiques, pour un enfant qui est séparé de ses parents, pour un enfant placé. Ouais, t'as des conséquences au court terme, donc qui peuvent être vite rapidement visibles. L'enfant, il est perdu, hein. Il était dans sa famille, chez qui ça se fait pas forcément mal. Peut-être qu'il avait juste besoin d'aide, tu vois. Ou alors, ça se passait bien, carrément. Et puis, il se retrouve dans un environnement complètement inconnu, loin de ses repères, avec pour le coup des enfants qui sont vraiment dans des problématiques importantes, qui se mettent en danger ou quoi, tu vois, qui ont des comportements vraiment problématiques. Et cet enfant-là, il est pas comme ça, en fait. Donc, il va devoir, pour survivre, parce que c'est de la survie dans les foyers,
s'intégrer au groupe et faire comme les autres. Et être lui aussi dans de la violence pour ne pas en subir. Donc à court terme, c'est ça, c'est une perte de repère. Et puis être complètement perdu, être en mode survie. Et puis après, à long terme, ça peut créer plein d'autres troubles. Troubles du sommeil, troubles alimentaires, plein de peurs, d'angoisse, la dépression après, les décrochages scolaires. La peur de l'abandon, j'imagine. Famille qu'on n'a pas besoin, bien sûr. Ça brise des familles, des liens mère-enfant, des liens parents. En fait, c'est toute la construction de l'enfant placé qui est bouleversée. Et ce que tu disais, c'est qu'il y a des conséquences sur le long terme. Et moi, j'aime à chaque fois le rappeler. Enfin, j'aime, c'est pas le bon terme, mais à chaque fois, ça me tient à cœur de le rappeler que il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement à la rue, SDF, qui sont des anciens enfants placés. En fait, c'est aussi une des conséquences en fait de placer l'enfant, c'est que la perte de repère est telle, la brutalité elle est telle que quand tu sors, tu sais plus faire en fait. Et puis parfois juste tu sors, t'as plus personne, t'as plus vraiment de famille à laquelle te rattacher. Et arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que quand t'as 18 ans, si t'es dans je crois que c'est la maison des enfants, on appelle ça. On te demande de partir en fait. Donc si tu travailles pas, si t'as pas de moyens, je vois pas trop où est-ce que tu peux aller quoi. Foyer, soit t'es en famille d'accueil. Et ouais, c'est jusqu'à 18 ans. Tu peux avoir une petite aide jusqu'à tes 21 ans. Tu vois, un projet professionnel, on t'aide un peu à te réintégrer. Mais globalement, en gros, à 18 ans, en général, ça y est, et c'est le stress parce que pour le coup, t'as des familles d'accueil qui sont vraiment bienveillantes, qui veulent aider les ados, mais ils ont pas le droit. Moi, je dis ado, c'est un grand à 18 ans. Hein. Mais parfois, t'as envie de l'aider et en fait, t'as plus le droit. Il doit partir à 16 ans. Ah, il peut pas rester, genre, mais si la famille décide qu'ils ont les moyens de l'accueillir. C'est pas, ouais, mais justement, c'est pas la famille d'accueil. Ils peuvent avoir des problèmes, en fait, s'ils les gardent. Ouais, c'est ça. Légalement, t'as pas le droit. À 18 ans, c'est fini. C'est un accueil. Accueil de 0 à 18. Oui, mais de la même manière que si demain je veux accueillir mon cousin, mon oncle, ma sœur, je l'accueille chez moi. Et là, si je veux accueillir, t'as pas le droit. Parce que justement, quand t'es famille d'accueil, je peux pas... Ouais, c'est ça, t'as un nombre de places, c'est surveillé, tu vois. D'accord, ok. Ah, c'est bien verrouillé. Hein. Au pire, tu dois partir. D'accord. Voilà. Ok. Tu vois, c'est mal fait aussi, en fait. Et finalement, ils accompagnent pas jusqu'à vraiment l'âge adulte. Je comprends. Et tu vois, on a commencé cette conversation, tu m'as dit, j'aurais dû être placée. Et là, on parle depuis quelques minutes déjà, et on a quand même beaucoup... pas tiré à boulet rouge, mais on a quand même fait un état des lieux qui n'est pas très positif des institutions françaises qui sont censées protéger les enfants. Est-ce que c'est contradictoire de notre part? Est-ce que en fait t'es en train de dire qu'il y a des nuances à apporter? Et auquel cas, je t'invite à les apporter tout de suite. C'est quoi la réalité? Il faut placer ses enfants, il faut pas placer. Si l'enfant il est en danger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut voir le maximum de choses qu'on peut faire avant d'en arriver au placement. Parce que dans plein de situations familiales, on peut agir avant. Quand les parents, ils ont des problèmes financiers, quand il y a des problèmes de couple, est-ce qu'on peut pas faire des thérapies familiales? Est-ce qu'on peut pas soutenir financièrement? Est-ce qu'on peut pas soutenir au niveau éducatif si les parents s'en sortent pas trop avec les enfants? Parce que il y a des troubles chez les enfants, est-ce qu'on peut pas les aider? Est-ce qu'on peut pas mettre plusieurs suivis? Et voir ce que ça donne. Tu vois, parce que pour beaucoup, c'est ça. Déjà une aide, ça change et on peut éviter le placement et toutes les conséquences. Et maintenant, garder les placements dans les cas de graves. Oui, ok, l'enfant, il est vraiment en cas de danger, tu vois. Il y a vraiment des violences. Voilà, donc là, oui. Et même là, est-ce qu'il n'y a pas de la famille qui peut l'accueillir? Est-ce qu'il n'y a pas des proches pour pas le perturber? Des personnes bienveillantes, tu vois, qu'il connaît déjà. Encore une fois, on trouve des alternatives au placement. Avant d'en arriver tout de suite à je te place dans un foyer sombre où il y a plein d'autres enfants qui, eux, pour le coup, ont plein d'autres problèmes beaucoup plus graves que toi. D'accord. Donc, si je résume bien, ou peut-être que je vais te laisser résumer, ce sera plus fidèle à ta propre parole, mais quelque part, tu dis pas non au placement, mais tu dis placement en cas d'extrême nécessité et placement sous certaines conditions, c'est ça? En fait, tu dis pas que tous les placements sont mauvais, tu dis pas que la protection de l'enfance est mauvaise, mais tu dis qu'il y a suffisamment de défaillances pour qu'on y fasse très attention. Est-ce que c'est ça? Exactement. T'as bien résumé. C'est faire attention et voir ce qu'on peut mettre en place en amont du placement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Il y en a plein des solutions. Pour simplement mettre les moyens pour le coup dans ces solutions-là.
Et alors, est-ce qu'on peut quand même, quand notre enfant il est placé, que ce soit justifié ou pas. Voilà, par exemple, je vis avec mon mari, on n'arrive pas à s'en occuper parce que parfois c'est ça aussi. On est trop jeune, on est complètement dépassé. Il y a des pathopsies peut-être dans notre couple. On n'arrive pas à gérer notre enfant. Il n'y a pas de famille. Notre enfant est placé. Nous sommes suivis. Nous allons mieux. On veut récupérer notre enfant. Est-ce qu'on peut récupérer notre enfant en France ou c'est parce que tu as eu l'air de dire que quand l'enfant il rentre dans un système, en sortir c'est pas comme ça. Est-ce que c'est possible malgré tout? Ouais, c'est très long, c'est très long. C'est-à-dire si t'as vraiment eu des problèmes et que voilà t'as eu le placement et que t'as réussi pendant un moment à te relever, à te reconstruire et qu'aujourd'hui c'est bon, t'es apte à récupérer ton enfant, ben en fait eux ils vont pas le voir comme ça. Eux ils vont te ressortir toujours tes erreurs du passé et là, généralement un placement ça dure plusieurs années. T'as une moyenne? Bah franchement, tu pars sur minimum 2 ans de placement. Voilà, déjà minimum. Après, ça peut encore durer des années. J'ai une maman, ça fait 15 ans que ses enfants sont placés. Donc ils ont été placés à la naissance, aujourd'hui ces filles elles ont 15 ans. Et elle veut les récupérer là? Non, ils vont sortir à 18 ans, elle les récupérera pas. De 0 à 15 ans, forcément non, tu vas pas les récupérer. Mais en général, quand l'enfant est placé, dis-toi que t'en as pour 2 ans minimum. C'est pour ça qu'il faut agir dès le début. Et c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum, en fait, finalement, le placement. Parce qu'après, effectivement, tu rentres dans une spirale infernale. Les audiences. Parce qu'en fait, dès que tu as l'audience devant le juge pour savoir si on te le rend pas, généralement, il va dire non, on te le rend pas, et c'est reparti pour 1 an. Donc, à chaque placement est renouvelé pour 1 ou 2 ans. Waouh. Ok, d'accord. Et alors toi, c'est quoi ta plus-value quand t'accompagnes des parents, des mamans plutôt, excuse-moi, qui ont des enfants placés? Qu'est-ce que tu leur apportes que elles pourront pas faire seules? Comment est-ce que tu les accompagnes au mieux? Bah, je les aide au niveau de leur défense, à se préparer à tous les rendez-vous avec les services sociaux. Parce que c'est hyper anxiogène, c'est hyper éprouvant, t'as des gens qui veulent t'écraser, qui te sortent plein de reproches, donc je les aide à se préparer à ces rendez-vous-là, à leurs audiences. Après, je les aide à construire un projet de vie familiale. Ça veut dire, ok, maintenant, si demain ton enfant y revient, comment on va s'organiser dans la vie de tous les jours? Donc, on prévoit vraiment toute l'organisation avec la maman. Après, je l'aide elle-même à se reconstruire, à reprendre confiance en elle, parce que souvent, elles ont perdu confiance en elles. Souvent, elles ont vécu des choses malgré être difficiles. En fait, je l'aide sur tous les plans, quoi. Donc, il y a de la thérapie, mais c'est aussi du coaching, défense, de tout. C'est vraiment, ça change tout, en fait. Il y a un avant et après accompagnement. Subhanallah. Très bien. Je te remercie beaucoup, Wassila, pour toutes les informations que tu nous as communiquées. Est-ce que tu veux nous partager un dernier mot, un conseil, ce que tu veux pour les personnes qui écoutent, qui sont concernées ou pas par le placement d'enfants? Ouais, bah écoute, le placement, c'est une vraie épreuve et justement, on peut penser quand on n'est pas concerné que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, comme beaucoup de choses, ça arrive toujours qu'aux autres. Mais non, en fait, ça arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver aussi à toi. Donc, je dirais pour mes frères et sœurs, pour le mot de la fin, de revenir à leur religion et de se rapprocher d'Allah. Parce qu'en fait, les épreuves, on peut y être touché tout le temps. Prenez soin de vos familles, prenez soin de vous déjà. Prenez soin de vos familles, prenez soin de votre couple, prenez soin de vos enfants. Ça, c'est des MNA d'Allah. Donc, on peut pas, maltraiter. On devra rendre des comptes. Et si aujourd'hui, tu vas pas rendre de compte sur ça, tu rendras compte dans l'au-delà. Donc, prenons soin de nous et prenons soin de nos familles. Amin. Barakallahu fik, Wassila, je rajouterai rien d'autre parce que tout a été dit. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre beaucoup d'amour dans nos foyers et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite énormément les personnes qui sont touchées de près ou de loin, mais surtout de près, par des histoires de placement. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Oui, barakallahu fiki, merci. À très bientôt, Wassila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À très bientôt, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option,
vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.